Donc il y a plein de moyens de tromper, de jouer un petit peu avec les formes et tout ça, hein. C'est pas nouveau en soi. Mais ce qui est fascinant, c'est que comme je le disais, ça marche quand même quand on connaît l'astuce. Et si ça marche quand même, c'est parce qu'en fait, ça ne dépend pas de notre volonté. Vraiment, le cerveau a des règles de perception et certaines dépassent le cadre de notre volonté. J'en profite, on continue, hein, c'est vraiment pour le plaisir. J'ai croisé à un moment la vidéo d'un hélicoptère un petit peu original. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc oui, le rotor ne tourne pas en fait. Donc c'est un hélicoptère assez spécial, à moins que... En fait, si vous traduisez un petit peu l'anglais, il se trouve juste que la fréquence de rotation des pales de l'hélicoptère est la même que celle de prise de vue du capteur de la caméra. Et donc, en fait, chaque prise de vue, on a l'impression que le pal est au même endroit alors qu'il a fait un tour normal. Alors ça, c'était sympa. J'en ai eu une autre qui est assez terrible. Enfin, mon cerveau a beaucoup aimé, je vous la propose aussi. C'est le même principe, en fait. Mais c'est un petit peu mis en scène, c'est joli. Oui, pardon, on a un dispositif avec un ampli qui va donner une fréquence à un tuyau qui va bouger, et de ce tuyau, on va faire couler de l'eau. Si on fait bouger le tuyau à 24 Hz, ceux qui ne sont pas parfaitement physiciens doivent avoir un petit peu mal. Ce fut mon cas. Et il faut bien voir que l'eau n'a pas ce mouvement, évidemment, c'est comme l'hélicoptère. C'est-à-dire que les prises de vue sont réglées sur la fréquence du tuyau, et en fait l'eau s'écoule normalement, mais on a l'impression qu'elle est immobile. Que se passe-t-il si on accélère la fréquence du tuyau? Logiquement, comme il va plus vite, en fait, il va y avoir une image de plus, et on a l'impression maintenant que ça avance. Alors qu'en fait, ça avance tout le temps, hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que plus on se rapproche du sol, plus l'eau a pris de la vitesse. Les motifs sont de plus en plus longs vers le bas. Mais si on ralentit la fréquence, que se passe-t-il? En fait, là, on a une image de retard, et donc on a l'impression que ça remonte, mais c'est juste une illusion d'optique. Les gouttes ne remontent pas du sol. Voilà, sacré cerveau. Mais en fait, là, c'est pas un problème du cerveau, donc là, on parle d'un instrument. Donc là, on a utilisé un instrument, c'est pas notre cerveau qui nous trompe, hein, on voit vraiment ce qui se passe à l'écran. Mais comme quoi, même l'instrumentation peut peut nous tromper. On peut considérer l'instrument aussi comme un prolongement des sens, pas que. Donc il faut s'en méfier aussi. Un autre exemple, donc là on passe petit à petit du côté de la mémoire et on va aller un peu plus loin, ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Donc je vais vous présenter une illusion semi-optique, on va dire ça comme ça. Ça va aller très vite. Soyez prêts. Donc je ne sais pas ce que vous avez vu. C'était trop rapide, hein. Hop. Donc c'est fait exprès. C'est le sociologue Gérald Bronner qui l'a montré dans une conférence il n'y a pas très longtemps. En fait, on peut avoir tendance à voir des femmes en burqa, alors qu'en fait, ce ne sont que des sièges dans un bus. Et ce qu'on appelle l'effet d'ancrage, c'est ce que je vous disais un petit peu par rapport au pareil de lit, c'est-à-dire qu'on interprète les choses en fonction de ce qu'on connaît, et notamment l'actualité. C'est ce qui est plus récent dans nos mémoires, et on a beaucoup parlé des burqas ces dernières années, donc c'est un peu logique qu'on y pense. Et ça, c'est vraiment un grand problème quand on interprète les choses, parce qu'on est un petit peu dépendant, pour ne pas dire victime, de notre contexte. Et ce contexte est personnel, il n'est pas que collectif. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Ce qu'on appelle la cécité au changement, j'aime beaucoup. Vous avez peut-être déjà vu passer des vidéos aussi sur Internet. Comment dire?
étant donné que le cerveau traite toutes les informations qui viennent de son environnement, il va être confronté à une grande complexité d'informations. Donc en fait, il peut pas tout prendre, sauf les... Il y en a qui... je ne sais plus comment on appelle ça, les mémoires idétiques, merci, où ils arrivent à retenir un nombre de détails incroyables d'un paysage, d'une vue. Le nôtre, en général, est obligé de faire une représentation lacunaire des choses. On ne peut pas tout gérer, ni se souvenir de tout. Donc dans ces cas-là, on a tendance à se représenter les choses, même si on ne s'en rend pas compte, en mettant surtout en avant les éléments qu'on considère les plus importants. Donc les plus importants, ça ne veut pas dire qu'ils le sont, mais que nous, on considère qu'ils le sont, selon les contextes. Donc, si on ne tient compte que de certains éléments, on peut avoir ce qu'on appelle une cécité au changement. C'est-à-dire que si on change un détail du paysage, qui n'est pas important, eh ben, il n'y a pas de raison qu'on puisse le voir spontanément, si nous, en fait, on regarde surtout ce qui est important. Et donc, ça peut être bizarre, parce que jusqu'où va le détail, en fait, qu'on peut changer dans une représentation sans s'en rendre compte. On parle de cécité, mais attention, hein, ce n'est pas visuel seulement, tous les sens sont concernés, en fait. Donc, la question, à quel point ne détectons pas toujours les changements de détail? Donc, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, qui ont mis des vidéos en ligne, ce sont de véritables expérimentations. En voici une. Donc, le principe, c'est qu'on va interroger des passants pour leur demander, on va leur demander notre chemin. Donc, ça va obliger à ce qu'ils nous regardent, nous entendent, commencent à nous donner une direction. Voilà, donc on parle avec eux pour qu'il n'y ait pas de 1. Et puis tout à coup, en fait, il se passe qu'on change la personne. Et donc, bah, le passant ne se rend pas toujours compte du changement. Alors, il ne faut pas croire que personne ne s'en rend compte, c'est pas vrai. Il y en a qui s'en rendent compte, mais certains ne s'en rendent pas compte. Alors, c'est quand même étonnant. Et on peut se dire, on est tombé sur la bonne personne, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Donc toujours le contact, hein, pour dire que c'est pas juste visuel, hein, on a échangé des mots et tout. Alors, à chaque fois, il y a ce truc qui passe. Ah, c'est toujours pas le même. Et donc, bah non, la personne ne s'en rend pas compte. Donc on a changé un petit détail quand même dans la situation, hein, c'est un petit peu choquant même. Et on peut se dire, ouais, mais il s'est habillé pareil, et puis c'est un petit peu la même taille. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer un peu plus les détails, en fait? Non, pardon, là, on va changer d'abord le sexe de la personne. On avait interrogé 2 hommes. Là, c'est une dame. Hop. Ah, et puis cette fois-ci, le monsieur est chauve. Donc, c'est vraiment pas le même bonhomme. Bon, elle le regarde un petit peu bizarrement quand même, mais bon, ça passe. On va faire avec un autre. Alors là, on a un monsieur qui est très très dynamique. Donc là, j'ai pas réussi à avoir le son. Hop, voilà, attention. On remet le monsieur chauve. Il n'était pas content, et voilà. Et là c'est marrant parce qu'il le regarde, il fait, mais où est passé l'autre monsieur? Donc il a vu qu'il y a un problème, et puis il se dit, bah non, bon, je peux te dire. Parce que c'était impossible que le monsieur change. Il s'en est convaincu. Bon. Mais bon, dans les détails, on peut peut-être changer d'autres détails quand même, parce que là, bon, c'était 2 hommes et tout ça, et à peu près de la même taille et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe si on met une femme à la place? Est-ce qu'elle va s'en rendre compte en la regardant? Voyons. Voilà. Donc encore une fois, hein, c'est pas à 100% des cas, hein. Il y a des fois où ça marche pas. Des fois, les gens s'en rendent compte, ils éclatent de rire, hein. C'est comme les caméras cachées. Alors, cette fois-ci, si on change l'âge de la personne. Donc là, il est un petit peu plus jeune. Il a une chemise blanche aussi. Mais ça n'a pas l'air de poser de problème. Attention, voiture. Voilà. Avec une dame, cette fois-ci. Et cette fois-ci, on va mettre effectivement quelqu'un de beaucoup plus jeune. Donc toujours, on prend contact, hein, on parle, il faut qu'elle entende la voix, hein, qu'il y ait beaucoup d'informations quand même. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est passé. Ah, il y a un petit jeune. Ben non, ça marche quand même.
Et même la personne à côté, ouais, n'a pas fait attention, effectivement. Enfin, c'est bizarre quand même. Mais c'est pas possible. Donc heureusement, il y a des gens qui s'en rendent compte quand même. J'avoue que non, je me suis pas renseigné. Je sais pas le pourcentage des personnes qui réussissent ou qui ratent. Alors, je crois que ça va être la dernière. On va changer encore un petit détail. On a vu que le sexe, bon, ça se voyait pas, la taille, l'âge. Si c'est celle-là, que se passe-t-il si on change la couleur? C'est incroyable hein, quand même. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la cécité au changement, c'est-à-dire ils sont concentrés sur la carte, sur le trajet, sur le chemin à donner, et pas sur la personne à qui ils parlent. Et donc, je répète, hein, c'est pas tout le monde, il y en a certains qui réagissent. On peut envisager que la même personne, le lendemain, ça ne marche plus avec elle, en fait. Hein, ça dépend probablement des conditions, mais en tout cas, ça existe. Il y a d'autres vidéos qui circulent sur le net. Il y en a une, c'est celle des gorilles. Et en RAL, l'année dernière, j'avais diffusé une vidéo avec un jeu de cartes aussi, où en fait, on vous demande de trouver un truc, et en fait, c'est pas si simple. Donc, la question des heuristiques de pensée, on va aller un peu plus loin. En fait, étant donné qu'on a des représentations lacunaires de notre environnement, par nos sens au moins, et pas seulement, par la mémoire aussi, en fait, que se passe-t-il quand on raisonne à partir de ces représentations lacunaires? Ben forcément, ça pose des problèmes. Donc c'est là que ça devient intéressant. Ce qu'on appelle des heuristiques de pensée, ce sont des raccourcis de pensée. C'est-à-dire que souvent dans la vie, on a besoin de prendre des décisions rapides, on n'a pas le temps de peser le tout, de peser le pour, de peser le contre, d'examiner les faits, de vérifier les sources, etc. Donc il faut qu'on aille vite. Et donc bon, il y a plein de raccourcis de pensée comme ça. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous connaissez le rasoir d'Occam, Occam c'était un moine du XIIIe siècle, je crois. Ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, c'est qu'il avait, il avait beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle aussi le principe de parcimonie, c'est-à-dire la réduction des hypothèses. À savoir qu'entre deux situations qui essayent d'expliquer un phénomène, un événement, qui l'expliquent différemment mais aussi bien, en fait, chacune a des hypothèses qui coûtent plus ou moins cher sur le plan épistémique, c'est-à-dire de la connaissance. Et donc, pour lui, le plus simple, c'est quand même de prendre celle dont le coût est le moins lourd. Par exemple, comme il était je crois en Écosse, je ne sais plus, il disait, quand la nuit j'entends des sabots au loin, je peux me dire que ce sont des licornes qui courent dans la nature, mais c'est moins coûteux de penser que ce sont des chevaux, simplement. C'est l'exemple qu'il donnait. Et en fait, quand on applique ce principe-là dans les débats entre sciences et pseudosciences, par exemple, là, les enjeux sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus forts. Et en général, est-ce que Dieu peut expliquer un phénomène ou pas? En fait, l'hypothèse Dieu est très coûteuse par rapport à la connaissance, ce qui amène de grands débats à chaque fois entre les uns et les autres qui sont super intéressants. Et donc, il faut bien ne pas oublier que c'est un outil de décision. C'est-à-dire que le rasoir d'Occam ne permet pas de décider ce qui est vrai et ce qui est faux. Exemple, Copernic, qui est un astronome qui a, on va dire, placé le Soleil au centre du système solaire au XVe siècle, selon le rasoir d'Occam, avait tort à l'époque. C'est-à-dire qu'il était incapable de prouver ses hypothèses. C'était beau, ça simplifiait certaines choses, en compliquait d'autres, et en fait, la preuve du système de Copernic n'a été donnée que, je crois, 100 ans plus tard. Même les Kepler, Galilée, etc., n'ont jamais pu prouver que la Terre n'était pas le centre du monde. Donc attention. Mais par contre, nous, on utilise le rasoir d'Occam tous les jours. Le faux dilemme aussi, c'est quelque chose qui est bien pratique, c'est-à-dire réduire une situation à deux points de vue. Par exemple, ça vous est déjà arrivé de parler avec des gens en dehors de Mensa. Est-ce que Mensa est une secte ou est-ce que c'est un groupe de génies? Une secte de génie ou une secte de génie, c'est un trilemme. En fait, non, c'est évidemment bien plus compliqué que ça. Il n'y a pas que deux voies, il y en a toujours plus. Et Mensa n'est ni une secte, ni un groupe de génie. Ce qu'on appelle l'homme de paille aussi, c'est ce qui consiste à prendre la situation qu'on veut critiquer et en fait construire ce qu'on appelle un homme de paille, c'est-à-dire détourner un peu le discours de la personne sans le vouloir forcément, en étant approximatif par exemple, et en fait construire un pantin, un homme de paille qu'il va être très facile de réduire et de détruire. Mais le problème, c'est qu'on sera passé à côté du problème. Donc l'exemple que j'aime bien donner, puisque je travaille beaucoup sur la critique de l'astrologie, c'est que quand vous critiquez les horoscopes, vous avez raison de le faire, mais l'astrologie, c'est beaucoup plus complexe. Donc étendre la critique des horoscopes à celle de l'astrologie, c'est pas si évident. On commet des erreurs en faisant ça.
Et surtout, je ne dis pas ça pour défendre l'astrologie, il y a des centaines d'autres façons d'analyser l'astrologie de façon critique. La généralisation abusive aussi, à partir d'un cas ou de plusieurs, on induit et on étend les choses. Et dans la vie de tous les jours, en général, ça marche pas mal. Ces techniques nous permettent de décider rapidement. En général, ça marche. C'est quand on rentre quand on sort de l'ordinaire, du quotidien, etc., que ça a beaucoup plus de mal à marcher. Et on peut se poser la question, pourquoi a-t-on des raccourcis de pensée? Pourquoi a-t-on besoin de décisions rapides, en fait? Donc, pour les chercheurs, c'est parce qu'en fait, c'est nécessaire quand nos ressources cognitives sont limitées. Donc, quand on dit cognitive, c'est quand on a des informations à traiter en général et de toute nature. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des ressources cognitives limitées? Alors, tout simplement, on peut manquer d'informations. Il y a certaines informations primordiales qu'on n'a pas, et donc on prend une décision qui, pour nous, n'est pas une décision rapide, mais en fait, comme il nous manque des éléments, le résultat, en général, est faux. D'où la nécessité, quand c'est possible, d'aller vérifier les sources. Par manque d'intérêt aussi, on ne peut pas s'intéresser à tout. Des fois, on a des choses quand même plus intéressantes à faire, donc on s'octroie un temps minimum pour répondre à une question ou traiter un problème. Donc on va vite, et puis on essaie de décider rapidement. Par manque de capacité cognitive aussi. Donc, notamment quand on n'a pas certaines compétences, ou alors quand on est fatigué, nos ressources sont disponibles, ne sont pas les mêmes, etc. On a des fois des émotions qui sont générées par des situations qui nous sont insupportables, qu'on soit dans le domaine des sentiments, des croyances, etc. Ce qui va poser des problèmes dans le traitement de l'information. Ou simplement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est pas qu'on a d'autres choses plus intéressantes à faire, mais c'est qu'on n'a vraiment pas le temps à consacrer. Et donc, on a vraiment la nécessité littérale d'une décision rapide. Donc, on a plein de raisons d'aller vite, de prendre des décisions, et surtout, peut-être encore plus maintenant dans la société d'information qui est la nôtre, où on a tellement d'attractions, de sujets à examiner, à approfondir, à connaître, à apprendre, qu'on va vite, on va vite. Et en fait, est-ce qu'on pourrait trouver une origine naturelle à ces raccourcis de pensée? Parce on pourrait se dire, avant, on avait le temps, par exemple. En fait, alors déjà juste une remarque en passant, l'originalité de la démarche scientifique, c'est pour ça que j'adore ça, c'est qu'elle tient compte de ces questions d'erreur. En fait, elle essaye même de les lister un maximum, ce qui fait qu'elle essaye vraiment de ne pas se faire avoir par des centaines en fait, d'erreurs qui sont possibles et qui sont ce qu'on appellera plus tard des biais cognitifs, qui sont connus, dont on sait qu'ils peuvent piéger même le chercheur. Donc c'est pour ça que la méthode scientifique est un petit peu laborieuse, qu'elle prend du temps, parce qu'on veut être vraiment certain de ce qu'on a. Et donc, en origine lointaine, ce qu'on peut dire, en fait, pour essayer de mieux comprendre ce qui nous arrive, c'est qu'on peut considérer le cerveau d'un être humain comme le fruit de millions de générations d'êtres vivants. Donc avant nous, nos ancêtres, on peut remonter très très loin, et même avant l'espèce humaine à proprement parler. Et donc, petit à petit, les individus acquièrent des propriétés, on va dire, des fonctionnements, des mécanismes, et puis d'autres disparaissent, c'est des critères de sélection. Et quelle est la fonction de notre cerveau? Notre cerveau a d'abord comme fonction de nous assurer notre survie au milieu naturel. C'est vraiment sa fonction première, parce que pas de survie, pas de descendance, etc. Donc il n'est pas fait pour transmettre des idées, pour composer de la musique ou retenir des dates en histoire. En fait, pour survivre, il faut d'abord échapper aux prédateurs. Pas seulement, mais ça compte beaucoup quand même. Pour échapper aux prédateurs, justement, il faut décider avant de réfléchir. En général, on n'a pas le temps de réfléchir dans ces situations-là. Et on peut penser à ce niveau-là que sur des millions de générations, vraiment la peur, c'est quelque chose qui est présent dans, je pense, toutes les espèces ou quasiment, ça a été un réflexe très important pour la survie. Quand on dit pour la survie, ça je le dirai après, ce que je veux dire c'est que, sans rentrer dans les détails, si on est là, c'est que nos ancêtres ont survécu, ont pu transmettre leurs gènes, et pour ce faire, il faut qu'ils soient encore vivants à l'âge où ils peuvent avoir des relations sexuelles et transmettre leurs gènes. Donc il faut survivre au moins jusque-là, après on s'en fout, mais le principal c'est qu'ils puissent au moins survivre jusqu'à ce qu'ils se reproduisent. Et donc dans ce cadre-là, si on se met vraiment dans la nature, mieux vaut se tromper 9 fois, c'est-à-dire croire qu'il y a des prédateurs alors qu'en fait il n'y en a pas, sur 10, plutôt qu'être mort, c'est-à-dire que si vous prenez le risque ou si vous n'avez pas peur, vous continuez d'avancer, vous risquez de vous faire bouffer beaucoup plus rapidement.
Moi, j'aime bien parler de l'exemple des chats qui ont peur de rien, en fait, qui sont tout le temps sur leur garde, et alors qu'en fait, il n'y a aucun danger. Et en fait, quelque part, c'est un avantage sur le long terme, parce que c'est comme ça qu'on ne se fait pas bouffer. Et puis, si on se trompe dans la nature, personne ne se moque, on n'est pas là pour ça. Donc, les peurs, comment dire, la peur peut être, a été un critère de sélection. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus en milieu naturel, on est dans un milieu complètement différent, en démocratie, où la sécurité en général est assurée. Mais par contre, on peut continuer à avoir ces peurs. Et donc, des peurs qui deviennent, par contre, irrationnelles. C'est-à-dire qu'on peut se tromper régulièrement, se faire toute une montagne pour pas grand-chose, et on peut considérer que ça peut venir de cette logique-là. Donc, être capable de reconnaître un danger, c'est complètement différent, ce n'est pas équivalent à avoir une vision juste du réel. En fait, c'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est la survie. Donc, il vaut mieux surestimer les dangers. En général, c'est un avantage, en tout cas dans le milieu naturel. Donc, comme on avait dit, avec les pareils de lit, en fait, si vous reconnaissez la forme d'un prédateur, notamment quand il n'est pas en mouvement, c'est un avantage. Après, si vous vous trompez avec un nuage, vous avez peur d'un nuage, c'est con, mais c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que le jour où il y a un prédateur, si vous le voyez, vous partez, vous pouvez survivre. Donc, surestimer les dangers, ça peut être vraiment un avantage sélectif à long terme. Donc, à ce propos, ce qu'on appelle le biais d'agent, c'est le fait justement de se dire il y a quelqu'un derrière tel événement, tel phénomène. Exemple, dans la nature, vous voyez un buisson qui bouge. Ça peut être le vent, ça peut être un gros prédateur qui est derrière. Vaut mieux partir. Donc imaginez qu'il y a quelqu'un qui fait bouger le buisson, ça peut être faux, peut-être 9 fois sur 10, mais par contre, ça vous sauvera la vie régulièrement. Et donc, prêter des intentions à des entités qui pourraient agir et provoquer des événements ou des phénomènes, c'est quelque chose de naturel en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'agent, c'est-à-dire parfois attribuer trop vite des intentions et des cachets en fait. Et en ce moment, justement, quand on s'intéresse à tout ce qui est phénomène du complotisme, c'est l'un des reproches premiers qu'on fait dans les débats, c'est-à-dire de tout le temps essayer de trouver des raisons pour que se produisent des choses très rares, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait des gens qui provoquent les choses. Et Jeanne d'Arc, à propos. Alors, je vous donne l'exemple que j'aime beaucoup d'un film de Luc Besson, c'est l'exemple que j'aime bien. C'est Jeanne d'Arc qui est en train de se poser des questions. L'épée à terre dans un pré. C'était un signe. Non, c'était une épée dans un pré. Non. C'était un signe. Non, c'était une épée dans un pré. Tout cela ne serait jamais arrivé là. Jamais. Tout cela ne serait pas arrivé là. Ça n'arrive pas toute seule une épée. Très juste. Tout événement a un nombre infini de causes, alors pourquoi en retenir une plutôt qu'une autre? Il peut y avoir une quantité de façons pour une épée d'arriver dans un pré. Ça me paraît une explication satisfaisante, mais pas plus que celle-là. Mais encore une fois, il y a d'autres possibilités. Ou plus rapides. Et cela sans prendre en compte l'inexplicable. Et pourtant, parmi un nombre infini de possibilités, tu as choisi de retenir celle-là. Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Un exemple typique de scepticisme appliqué, même si les choses sont toujours plus complexes dans la réalité. La question est, est-ce que l'épée qui était là, qui a dû lui servir par la suite, etc., a été déposée par Dieu ou quelqu'un d'autre? Ce qui est marrant, c'est qu'on peut imaginer peut-être que 5 minutes avant, elle a croisé une chaussure qui n'était pas à sa taille, donc qui l'intéressait pas, mais là par contre, pourquoi la chaussure est là? La question ne fait pas sens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que la question fasse sens ou pas, est-ce que c'est vraiment un critère pour juger de la chose?